Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. D'ailleurs, si vous pouvez voir cette vidéo, c'est que vous n'allez pas trop mal. Pendant cette pandémie de Covid-19, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur les menaces terroristes atypiques. Pourquoi atypiques? Parce qu'on a parlé de virus, voilà, de choses qui peuvent aussi être utilisées par les terroristes. Et parce que bon, les terroristes, historiquement, ont plutôt privilégié la bombe. Depuis les anarchistes, c'est ce qui est utilisé en priorité. On a eu aussi des tournements d'avions, milieu des années 70, années 80, et puis beaucoup de commandos, grenades, kalachnikov. Mais de temps en temps, les menaces atypiques, qu'on appelle avec le jargon du métier NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, sont apparues, et de façon très prégnante après le 11 septembre 2001. Et comme j'étais au parquet antiterroriste à l'époque, et que je m'occupais de l'islam radical. J'ai vécu ça de l'intérieur et je vais essayer de vous raconter comment ça s'est passé. Euh, mais avant, je vais vous brosser un état des lieux de la situation juste avant le 11 septembre 2001. Avant le 11 septembre 2001, commençaient à apparaître des menaces un peu paradoxales, inhabituelles, atypiques. Et vraiment, la réflexion s'est portée sur l'éclatement du bloc soviétique. Nous avons constaté, moi j'ai commencé en 2000, hein, nous avons constaté que cet éclatement du bloc soviétique avait disséminé des armes un peu partout. Alors l'ex-armée rouge commençait à vendre ses armes, corruption au maximum, donc les calages circulaient, etc. D'ailleurs, c'est les mêmes calages qui sont utilisés aujourd'hui en grande partie. C'est-à-dire que le stock d'armes de l'armée rouge a été disséminé un peu partout. Et du coup, est née la crainte que des armes nucléaires ou des éléments radioactifs puissent aussi être vendus à des organisations terroristes, Al-Qaïda notamment. Et la DST s'est beaucoup intéressée à ça, les Américains également. Il y a eu quelques dossiers qui ont concerné de l'uranium appauvri, c'est-à-dire des tentatives par des groupes terroristes, dont Al-Qaïda, d'acheter de l'uranium appauvri. Pas de l'uranium enrichi, c'est beaucoup trop compliqué parce que c'est tellement radioactif qu'un groupe terroriste serait incapable voilà, de conditionner ça, de transporter ça et d'en faire un usage. Mais l'uranium appauvri a été un sujet de préoccupation. Ça a été la première réflexion avant le 11 septembre 2001. La deuxième, ça a été un coup d'alerte massif, aujourd'hui qui est complètement oublié, mais qui venait du Japon. C'était une secte qui s'appelait Aum Shinrikyo, euh, qui est né en 1984. Aum, c'est le son primordial de l'univers. Aum, aum, aum. On le retrouve d'ailleurs sur une chanson des Beatles qui s'appelle Across the Universe. C'est John Lennon qui fait Et Shinrikyo, ça veut dire enseignement de la vérité suprême. Donc cette secte euh, assez puissante qui avait dans ses rangs des scientifiques notamment qui sortaient des grandes universités japonaises, a commencé à vouloir voilà, précipiter la fin du monde, grosso modo. Et donc en 1990, ils ont commencé à faire des tentatives d'attentat au botulinum, qui est une toxine très importante. Donc ils ont essayé de disséminer dans le Parlement japonais, à l'aéroport international de Narita. Ils ont essayé en 93 à nouveau au mariage d'un prince japonais qui s'appelait Naruhito. Tout ça, ça a été des échecs parce que ça s'est très mal disséminé, cette toxine. Après, ils ont essayé l'anthrax. En fait, c'est un mauvais nom, c'est le nom anglais, mais c'est ce qu'on appelle le bacille de charbon à Tokyo. Ça n'a pas marché non plus. Et ils se sont mis au gaz sarin en 94 à Matsumoto. Il y a quand même eu 8 morts. Et puis après, il y a eu un gros attentat dans le métro de Tokyo en mars 95 avec 13 morts, 6000 blessés au gaz sarin. Donc c'était les premiers attentats d'envergure avec une arme voilà, biologique, chimique en l'occurrence. Donc une menace atypique, mais qui a été mise voilà, en œuvre totalement. Alors c'est passé relativement inaperçu en Occident, parce qu'en France, on a eu les attentats de 95, Saint-Michel, Orsay, Maison-Blanche, donc ce qui se passait au Japon ne nous a pas beaucoup préoccupés. C'était l'état avant le 11 septembre. Et qu'est-ce qui se passe le 11 septembre
moi, j'étais donc au parquet antiterroriste. Il se passe quelque chose de complètement inattendu. euh, un attentat atypique, absolument. Jamais on avait fait une chose pareille, de prendre des Boeing pour les balancer sur des tours, sur le Pentagone, ce genre de choses. Et du coup, il s'est créé quelque chose qui est de l'ordre de, s'ils peuvent faire ça, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Et on a mis en place plein de protocoles visant à essayer de prévenir des menaces atypiques, justement. Donc plus simplement la calache, la bombe, mais est-ce qu'ils allaient pouvoir nous faire des attentats de nature nucléaire, radiologique, biologique et chimique? Et des plans ont été mis en place petit à petit. Tout le monde connaît le plan Vigipirate, évidemment, et personne ne connaît les plans Biotox, menaces biologiques, les plans Piratox, menaces chimiques, et Piratom, les menaces radiologiques et nucléaires, qui datent d'à peu près de la même époque. Le GIGN plus le RAID, un peu plus tard, ont créé des unités avec des équipements spécialisés pour intervenir sur les scènes où auraient eu lieu des attentats biologiques, chimiques ou nucléaires ou radiologiques. Tout ça a été bien préparé, avec de l'équipement adéquat pour intervenir sur ces zones contaminées. On s'est aussi occupé à l'époque de la résistance des centrales nucléaires. Alors, pas la résistance des centrales nucléaires avec des écolos qui grimpent dessus et qui montrent qu'ils peuvent parvenir d'une manière ou d'une autre sur un site protégé. La résistance des centrales nucléaires par rapport à un Boeing qui s'écrase dessus. Je ne sais pas les résultats, d'ailleurs personne ne les connaît, parce que je ne sais pas ce que peut donner la résistance d'une centrale nucléaire si un Boeing 747 s'écrase, chargé de pétrole, etc., comme sur les tours du World Trade Center. On a donc créé des protocoles, moi j'étais vraiment dedans, j'allais dire, sur tout ce qu'on appelle les dispositifs nucléaires improvisés, les dispositifs de dispersion radiologique et d'explosion radiologique. Ça veut dire grosso modo que on a très vite compris qu'il était impossible pour un groupe terroriste, on n'est pas dans James Bond, de voler une ogive nucléaire, etc., comme dans les films. Par contre, avoir de l'uranium appauvri sur le marché et pouvoir contaminer, le mettre dans une bombe classique, et pouvoir contaminer une zone. On fait exploser une bombe, par exemple, au Louvre, et après, il se trouve que tout ce secteur-là est contaminé pendant 50 ans par des éléments radiologiques. Vous voyez, à peu près, c'était ça la menace prégnante. C'est-à-dire, imaginez qu'une bombe puisse rendre inhabitable une zone géographique pendant une longue période. Ça a été vraiment une des préoccupations et qui, techniquement, était tout à fait faisable. C'est pourquoi d'ailleurs qu'en France et dans tous les pays européens, on a commencé à créer des infractions pénales spécifiques. Alors en France, ça a été, pour les juristes, l'article 421-2 du Code pénal, c'est-à-dire le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments, dans les composants alimentaires, dans les eaux, y compris les eaux territoriales, toute substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. Donc c'est devenu une infraction terroriste particulière visant à réprimer tous ces agissements-là. En fait, grosso modo, on était en train d'étudier après le World Trade Center toutes les façons dont les terroristes allaient pouvoir nuire, tuer, et de façon non traditionnelle. Et uniquement parce qu'on avait été choqué par justement cet attentat d'envergure complètement inattendu, complètement atypique. Donc, plein de protocoles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un terroriste peut mettre, par exemple, dans un supermarché un poison dans les aliments, dans la chaîne de fabrication, etc. À l'époque, il faut aussi se rappeler, on est le 11 septembre 2001, que dès le 21 septembre 2001, l'usine AZF de Toulouse explose. Alors, les Toulousains s'en souviennent, peut-être pas les Français de manière générale, mais 31 morts, 2500 blessés, un tiers de la ville de Toulouse très choquée avec les vitres qui explosent, etc. Donc c'était une explosion d'une usine AZF qui avait un stock de nitrate d'ammonium très important. Et on a soupçonné au début une action terroriste, ce qui ne s'est avéré pas exact à l'époque. Et une semaine après le 11 septembre 2001, nous avons eu le phénomène des enveloppes
contenant de l'anthrax. Enfin, l'anthrax, c'était le terme journalistique anglo-saxon. En fait, c'est du bacille de charbon, donc quelque chose qui tue. Ces enveloppes, donc une semaine après cette catastrophe du 11 septembre, sont envoyées dans les principales agences médiatiques américaines, de médias américains, plus à des sénateurs américains. 5 morts et pas mal de gens intoxiqués. Donc vraiment quelque chose, voilà, les gens ouvraient l'enveloppe, ils avaient une poudre blanche, ils respiraient ça, paf, terminé. Ce qui s'est passé derrière, c'est un phénomène de mimétisme, en fait. C'est-à-dire qu'en Europe et en France notamment, et encore une fois, j'étais en poste, donc on avait les comptes rendus à chaque fois. Beaucoup de personnalités, et pareil, des médias reçoivent des enveloppes avec de la poudre blanche, et on a travaillé là-dessus tout le temps, sauf que les analyses en labo montraient qu'à chaque fois, c'était pas de l'anthrax, c'était pas du bacille de charbon, c'était rien du tout, de la farine, enfin des conneries. Ça, c'est malheureusement le phénomène de mimétisme qui a eu lieu, c'est-à-dire que les gens se sont mis à envoyer des petits rigolos, des enveloppes, etc. Bon, beaucoup de ces enveloppes contenaient des messages islamistes, hein, Allahu Akbar, l'Amérique va périr, chien de mécréant, vous allez tous mourir. Et ça a créé une espèce voilà, de psychose absolue, alors qu'en fait, en France, nous n'avons pas eu un seul cas de véritable enveloppe avec du bacille de charbon. Après avoir soupçonné Al-Qaïda, l'enquête du FBI a fini en 2008 par conclure que le coupable était un scientifique américain. C'est assez extraordinaire. Ce scientifique américain qui s'appelait Bruce Evans avait travaillé sur un vaccin, un traitement contre le bacille de charbon, justement, contre l'anthrax, qu'on ne lui avait pas acheté, les labos ne lui avaient pas acheté. Et donc il s'était dit qu'en balançant des enveloppes comme ça, des sénateurs américains, les médias américains, en créant une psychose, eh ben, on allait lui acheter son vaccin. On était bien loin du terrorisme. Il s'est suicidé en 2008 d'ailleurs en ingérant plein de conneries. Bon. Autre phénomène donc qui en 2001 a mis le feu aux poudres et a quand même, faut imaginer la tension, hein. On avait eu les tours qui s'étaient effondrés, on avait eu l'anthrax, on avait eu Gina Zedef. Et c'est là que quelque chose de très sérieux est arrivé, très sérieux, et qui ressemble en pire, en 100 fois pire, en 1000 fois pire, en 1 million de fois pire au Covid-19, la menace de la variole. Tout d'un coup, alors moi je ne sais même pas ce que c'est, enfin je sais ce que c'est la variole grosso modo, mais tout d'un coup des gens du secrétariat général de la Défense nationale arrivent au parquet antiterroriste. On était 4 à l'époque, hein, pour vous dire, parce qu'ils sont 26 maintenant, mais bon passons, c'est une autre époque. Nous parlent de vaccination contre la variole, en disant qu'il y a une lourde menace d'attentat à la variole par Al-Qaïda, et qu'ils ont un plan qu'ils sont en train de mettre en œuvre où ce qu'on appelle les personnels ressources doivent être vaccinés. On n'a pas accès de vaccin, donc s'il y a l'attaque comme ils le craignent, il va falloir vacciner des gens qui sont vraiment indispensables, hein, donc des médecins, des épidémiologiques, enfin virologues, et quelques magistrats dans des fonctions importantes. Moi, j'étais très flatté d'être dans une fonction importante parce que c'est la première fois qu'on me tenait un langage pareil, mais bon, à part ça. Alors, il faut savoir ce que est la variole. La variole, un malade sur 3 meurt, hein. La variole, donc c'est un virus, ça fait plein de pustules, là, etc., un peu comme la syphilis. Et d'ailleurs, le langage commun a complètement dérivé, puisque la petite vérole, c'est la variole, alors que la grande vérole, c'est la syphilis. Donc la petite vérole n'a rien à voir avec maladie sexuellement transmissible, je dis ça pour ceux qui sont intéressés, et c'est la grande vérole qui est la syphilis. Enfin, passons sur ce détail technique scientifique, mais on m'a tout expliqué à l'époque, et j'avais été surpris, je croyais que la petite vérole, c'était la syphilis. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Donc on est en fin 2002, depuis déjà 1978, il y a une inquiétude. La variole a été éradiquée parce qu'on a créé un vaccin. Plusieurs vaccins contre différentes formes de variole. Une Américaine, Janet Parker, était photographe à l'université
de Birmingham, de médecine de Birmingham, et son labo de photographe était juste au-dessus du labo de virologie. Et elle est morte de la variole, alors bon, il n'y avait plus de cas de variole dans le monde. Par contre, il y avait plein de labos qui avaient toutes les souches de la variole, les différentes souches de la variole. Et la variole, quelque chose d'hyper contaminant. C'est le Covid-19 multiplié par 1000. C'est-à-dire, la contamination est quasiment dans l'air, au toucher, enfin quelque chose d'abominable. Et donc ça s'était diffusé par les conduits, manifestement. Du coup, à l'époque, on décide en 1980 de fermer tous les labos qui ont des souches de la variole. Et il y a deux pays qui ne ferment pas, qui concentrent au contraire toutes les souches de la variole. C'est aux États-Unis, à Atlanta de mémoire, et en Union soviétique, l'URSS. On était à l'époque de la guerre froide, hors de question, puisque avoir les souches, ça permet de créer des vaccins, concrètement. Donc ces deux pays veulent garder les souches de la variole, USA et Union soviétique. Ok. Sauf qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec l'effondrement du bloc soviétique, la même crainte, toujours pareil, de dissémination des armes, y compris bactériologiques, virales, etc., fait qu'on craint énormément que quelqu'un puisse s'emparer de souches de variole en Union soviétique, puisque l'Union soviétique n'existe plus, c'est une espèce de gros souk à l'époque. D'où cette angoisse qu'un groupe terroriste comme Al-Qaïda puisse s'emparer de la variole. Plus des renseignements qui arrivent aux Américains, comme quoi les islamistes cherchent à s'emparer de souches de la variole. L'idée générale était quoi? On prend un kamikaze, on lui fout la variole, et puis il se balade dans le métro aux heures de pointe. Voilà. Alors, là, franchement, c'est un désastre absolu. Et donc, comme ces informations se recoupaient, qu'il y avait une véritable menace, alors je vous parle de quelque chose qui est absolument inconnu, entre parenthèses, du grand public. Mais puisqu'on parle de menaces, de Covid, qu'on est en une période de pandémie, je vous parle de quelque chose qui a existé, qui était une menace terroriste virale. Finalement, ça c'est... on a commencé à faire des plans, en disant donc on va vacciner les gens indispensables, puis après, quand on aura assez de vaccins, on vaccinera le reste de la population. Encore une fois, les projections étaient, bon, pour la France, environ 10 millions de morts, c'était à peu près ça, en cas d'attaque variole. Finalement, rien ne s'est fait, donc ça s'est dégonflé. Après nous avoir fait signer des documents comme quoi on acceptait d'être vacciné parce qu'il y avait un petit risque. Voilà. Pendant ce temps, alors la menace a continué parce qu'ils ont commencé à constituer des stocks de vaccins. L'OMS a constitué aussi des stocks de vaccins, je le sais, vraiment de sources sûres à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas où en sont les stocks, mais depuis 2016, le plan variole français est secret défense. Donc, de toute façon, on ne peut pas savoir exactement où on en est. Je vous ramène sur la vidéo sur le secret défense qu'on avait mis sur le site YouTube. Donc voilà. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de masques, ceci, cela, mais par rapport à des virus très très virulents, ça pourrait être aussi le virus Ebola ou des choses comme ça. Quelles sont nos mesures de précaution? Quels sont les stocks de vaccins s'il y avait une attaque ou une pandémie, même accidentelle liée à ça? Mystère et boule de gomme. Voilà pour ce qui est des craintes globales de l'après 11 septembre. Mais il y a eu aussi des projets d'attentats déjoués, liés à des projets d'attentats biologiques, que j'ai vécu en direct. Affaire de la Courneuve et de Romainville, on est en décembre 2002. C'est l'affaire des filières tchétchènes. On arrête 9 personnes et on découvre des gaz toxiques cyanurés. Donc en fait, on découvre qu'un groupe d'Al-Qaïda voulait faire un attentat avec des gaz avec du cyanure dedans. Bon, quand même quelque chose de complètement inhabituel. Ils sont en lien avec un groupe à Londres. On prévient les Anglais. Les Anglais arrêtent 6 personnes en janvier 2003. Et alors, haute surprise, parce qu'on s'attendait à la même chose, des gaz à base de cyanure, pas du tout. On trouve du ricin. Alors le ricin, c'est en fait la protéine, c'est la ricine, donc c'est un poison hyper violent. Pour donner un exemple, les services secrets bulgares
enduisaient le bout de leur parapluie de ricin pour tuer des opposants. Et c'est ainsi qu'en 78, Georgi Markov, qui était un opposant célèbre bulgare, a été tué. Ce qu'on appelle le coup du parapluie bulgare. Tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas que ça vient de ça. C'est un parapluie qui est enduit de poison avec une petite seringue au bout. Et puis on passe dans la rue, pof, on lui faut un petit coup, et puis personne ne comprend pourquoi il est mort. Hein, c'est encore plus efficace que le polonium à la russe. Il y a eu aussi, donc, à part ce projet franco-anglais, j'allais dire, d'attentats avec des produits chimiques, poison, il y a eu aussi un attentat assez important sur un grand réservoir d'eau en Espagne, au milieu des années 2000. Et voilà, des petites choses comme ça. Alors, rien de très concret d'une manière générale, mais enfin, très récemment, en Australie, en 2017, les Australiens ont arrêté 2 personnes qui prévoyait un attentat chimique dans un aéroport en Australie. Donc c'est toujours resté quand même une possibilité des groupes terroristes islamistes d'utiliser l'arme chimique. Plus la propagande islamiste, notamment de l'État islamique, qui appelle dans le djihad individuel d'utiliser des poisons pour mettre dans les aliments, dans l'eau. C'est quelque chose d'assez récurrent. Donc, j'irai la conclusion de ça, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, par rapport à ce qu'on craignait après le 11 septembre 2001, bon, on a été bien en deçà des craintes, clairement. Il semblerait que les groupes terroristes, Al-Qaïda, puis l'État islamique, privilégient toujours les attentats traditionnels. Attentats avec des moyens qui rendent la visibilité plus forte, en fait. Parce que les explosions, les rafales de Kalash, les immeubles qui s'écroulent, le sang qui coule sont plus spectaculaires et explicites quelque part. Et puis je pense surtout que les terroristes, un peu comme nous, savent que certains procédés terroristes ne sont pas contrôlables. Et je pense que disséminer la variole, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter et que même eux, ça les gêne dans leur stratégie. C'est-à-dire que des attentats indifférenciés, c'est une chose, mais imaginez que sur la Terre entière puisse se répandre un virus tueur, y compris dans les pays arabes, y compris parmi eux, quelque chose, et un pas qu'ils ont du mal à franchir. Il n'empêche que tout ce que je vous ai expliqué montre que cette menace n'est pas quelque chose comme ça d'actualité, c'est quelque chose de pérenne qui traverse pas mal d'années maintenant et sur lequel il faut veiller. Je dirais, comme d'une manière générale, il faut veiller aux menaces aujourd'hui chimiques et biologiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à Constantin et Paul, comme d'habitude. J'espère que quand même, je ne vous ai pas trop inquiété, parce qu'après le Covid-19, parler de la variole et des millions de morts prévisibles, c'est pas forcément très fun. Mais bon, il faut quand même se préparer à ce genre de problème. La prochaine vidéo va être sur l'indépendance de la justice et l'élection des magistrats, et ça vient d'une question de l'un d'entre vous, donc très pertinente. Du coup, je voulais en faire une vidéo à part parce que c'est un sujet très, très, très intéressant. Donc à très bientôt, j'espère.